Les catastrophes les plus terribles ne commencent pas par des catastrophes naturelles ou des explosions industrielles, mais par des décisions humaines ordinaires. Ce qui s'est passé par un froid matin d'avril dans une petite ville de Virginie occidentale s'est transformé en l'accident de construction le plus sanglant de l'histoire des États-Unis et a changé à jamais la perception du prix que peut coûter une erreur apparemment insignifiante. La catastrophe de Willow Island reste l'accident de construction le plus tragique de l'histoire des États-Unis. Le 27 avril 1978, l'effondrement d'un échafaudage de 51 mètres de haut a coûté la vie à l'ensemble des 51 ouvriers qui se trouvaient sur le chantier. L'enquête menée par le Bureau de la sécurité et de la santé au travail et le Bureau national des normes a révélé des violations graves des techniques de construction et des normes de sécurité. La famille Steele a été particulièrement touchée, perdant 13 membres, soit un quart du nombre total de victimes. Cette tragédie a radicalement changé l'approche de la sécurité dans le secteur de la construction aux États-Unis et a conduit à l'introduction de nouvelles normes, toujours en vigueur aujourd'hui. Les entreprises ont versé un total de 85 500 $ pour la mort de 51 personnes. Ce montant est inférieur au prix de 2 voitures neuves à l'époque. L'administration chargée de la sécurité au travail avait initialement infligé des amendes de plus élevées, mais celles-ci ont été réduites à un montant symbolique au cours des négociations. Une vie humaine a été évaluée à moins cher qu'une voiture d'occasion. Aucun des dirigeants de la société Research Cottrell, responsable de la construction, n'a été condamné pénalement. Un grand jury fédéral a examiné l'affaire, mais aucune accusation n'a été retenue. Les familles des victimes n'ont obtenu aucune justice et beaucoup n'ont reçu aucune indemnisation significative. Les entreprises ont continué à fonctionner comme si de rien n'était, tandis que les veuves et les enfants tentèrent de surmonter leurs pertes. À ce moment-là, un cours de sport se déroulait normalement à l'école. Angie Steele se souvient encore de ce jour d'avril, des rires de ses camarades de classe, de l'insouciance d'une fillette de 10 ans qui ne savait pas que son père ne viendrait jamais la chercher à l'école. Le matin du 27 avril 1978, en Virginie occidentale, il faisait anormalement froid pour la fin du printemps, avec une température avoisinant 0 degré. La veille au soir, les ouvriers avaient dit couler la 28e couche de béton sur la tour de refroidissement en construction de la centrale électrique. Cette couche devait durcir pendant la nuit afin de pouvoir supporter le poids des échafaudages, de la grue et des ouvriers le lendemain matin. Dans la famille Steele, 4 frères se préparaient pour une journée de travail comme les autres. Larry Gale Steele, le père d'Angie, âgé de 10 ans, travaillait comme ses frères Ernest, Emmett et Miles à la construction de la tour. Il faisait partie d'une équipe de bétonniers, de charpentiers et de métallurgistes qui devaient remonter à une grande hauteur pour couler la couche de béton suivante. Ce matin-là, Angie était en 5e année et avait cours de sport, sans se douter qu'elle voyait son père pour la dernière fois. La société Research Cottrell utilisait sa propre technologie de construction brevetée. Au lieu des échafaudages traditionnels érigés au sol, elle utilisait un système mobile qui était fixé directement au béton de la tour et s'élevait à l'aide de vérins hydrauliques à mesure que la structure grandissait. Chaque jour, les ouvriers ajoutaient une nouvelle couche d'1,5 mètre qui devait durcir pendant la nuit. Il restait moins d'1 heure avant la catastrophe, mais personne ne se doutait encore de la tragédie qui allait se produire. À 8 heures du matin, 51 ouvriers sont montés sur les échafaudages pour travailler sur la 29e couche de la tour. Ils devaient en fixer les échafaudages au béton coulé la veille et commencer à poser une nouvelle couche. La grue était déjà prête à soulever les seaux de béton vers le haut. Les ouvriers ne savaient pas que le béton sous leurs pieds avait une résistance de seulement 220 livres par pouce carré au lieu des 2 styles requises. Il était 10 fois moins résistant que nécessaire. La catastrophe a commencé soudainement. Lors de la remontée d'un autre seau de béton, le câble retenant la grue s'est soudainement relâché. La grue a commencé à tomber à l'intérieur de la tour, entraînant avec elle une partie de l'échafaudage. Le béton non durci n'a pas résisté à la charge et a commencé à s'effondrer. L'effondrement s'est propagé tout autour de la tour, comme une réaction en chaîne en quelques secondes. Cathy Robinson, qui se trouvait au sol, a été témoin de la tragédie. Plus tard, elle a déclaré aux journalistes « J'ai vu des hommes essayer de courir sur les échafaudages, mais tout s'est terminé en un instant. Ils ont tout simplement disparu. Les ouvriers n'ont pas eu le temps de se sauver. La seule échelle d'évacuation s'est avérée inutile face à la vitesse de l'effondrement. Les 51 personnes qui se trouvaient sur les échafaudages ont toutes péri. Beaucoup sont tombés sur des armatures métalliques acérées ou ont été écrasés par des structures et du béton qui s'effondraient. Le paramédical Tim Stone, qui est arrivé parmi les premiers sur les lieux, a plus tard rapporté les paroles d'autres ouvriers. « Ils sont tous morts. Nous avons vérifié, il n'y a plus personne en vie. » Mais ce que les enquêteurs ont découvert sur le site de la catastrophe s'est avéré encore plus choquant que la tragédie elle-même.
L'enquête sur la catastrophe a commencé le jour même. L'équipe de l'administration chargée de la sécurité au travail est arrivée sur les lieux quelques heures plus tard. Ce qu'ils ont découvert a choqué même les inspecteurs les plus expérimentés. La société Research Cottrell était tellement obsédée par le secret de sa technologie qu'elle ne conservait même pas les plans sur le chantier par crainte de l'espionnage industriel. Lorsque les enquêteurs ont demandé la documentation, ils ont dû attendre qu'elle soit à portée du bureau. C'était le premier signal d'alarme. Que cachait encore l'entreprise ? Outre le béton insuffisamment durci, les enquêteurs ont découvert toute une série d'infractions à la sécurité. Des boulons essentiels manquaient dans la structure des échafaudages. Le système ne disposait que d'une seule échelle pour évacuer tous les ouvriers depuis une hauteur vertigineuse. Des modifications avaient été apportées au système de levage sans expertise technique. Mais le principal problème restait le béton, qui était 10 fois moins résistant que la norme requise. Le temps froid a ralenti le durcissement, mais personne n'a effectué les tests de résistance obligatoires. Le laboratoire chargé du contrôle qualité a fait preuve de négligence. Research Cottrell était pressé de respecter le calendrier et d'économiser de l'argent, ignorant les exigences élémentaires de sécurité. N'importe laquelle de ces infractions aurait pu empêcher la tragédie, mais le système était conçu pour protéger les profits des entreprises plutôt que les travailleurs. Les résultats de l'enquête ont choqué l'opinion publique, mais les sanctions se sont avérées ridiculement légères. L'administration chargée de la sécurité au travail a relevé 20 infractions commises par Research Cottrell, dont 10 intentionnelles, ce qui indiquait un mépris délibéré des exigences de sécurité. L'amende s'est élevée à 105 100 $ pour cette seule entreprise. Les autres sous-traitants ont reçu des amendes symboliques de 1 600 $ chacun. Mais même ces montants étaient trop élevés pour les coupables. Au cours des négociations, l'amende totale a été réduite à 85 500 $. Un simple calcul arithmétique montrait tout le cynisme de la situation, moins de 1 700 $ pour une vie humaine. À titre de comparaison, l'amende pour pollution de l'environnement pouvait atteindre des dizaines de milliers de dollars la même année. Les familles des victimes attendaient de justice, mais celle-ci ne vint pas. Un grand jury fédéral examina la possibilité de poursuites pénales, mais aucun des dirigeants ne fut inculpé. Les patrons de Research Cottrell restèrent en liberté. L'entreprise continua ses activités et les familles restèrent seules avec leur chagrin. Lee Steele, qui a perdu 4 fils, a payé lui-même leurs funérailles. La famille, qui a perdu 13 membres, n'a reçu que des miettes, voire rien du tout. Les informations sur les indemnités versées aux familles sont toujours confidentielles, mais des preuves indirectes indiquent que les paiements ont été minimes. Angie Steele, qui a perdu son père à l'âge de 10 ans, verra pendant des décennies la tour qui lui a enlevé sa famille. Mais la tragédie de Willow Island n'est pas restée sans suite. Le sang de 51 personnes a jeté les bases d'une révolution dans la sécurité des constructions. Le retentissement public de la catastrophe a contraint les autorités à agir. Le président Jimmy Carter s'est rendu en personne sur les lieux de la tragédie pour présenter ses condoléances aux familles. Sa question lors de sa visite s'est avérée prophétique. C'était du béton frais, n'est-ce pas? C'est précisément le béton mal durci qui a été la clé de la révolution dans la sécurité dans le secteur de la construction. L'administration chargée de la sécurité au travail a radicalement revu son approche de la construction. Désormais, le béton doit obligatoirement être soumis à des tests de résistance avant d'être utilisé pour soutenir des structures. Par temps froid, il faut augmenter le temps de prise ou utiliser des additifs spéciaux. Ce qui aurait pu sauver 51 vies à Willow Island est devenu la loi dans tout le pays. Les exigences relatives aux échafaudages et aux systèmes de sécurité ont été modifiées. Des voies d'évacuation obligatoires ont été mises en place, les normes de fixation ont été renforcées et le nombre d'inspecteurs a été augmenté. Au moment de la catastrophe en Virginie occidentale, seuls 7 inspecteurs travaillaient dans tout l'État. Les entrepreneurs ont été chargés de former les travailleurs et de mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité. Mais l'influence de la tragédie s'est étendue bien au-delà des frontières américaines. Les ingénieurs du monde entier ont étudié la catastrophe de Willow Island comme une leçon sur les conséquences de la course au profit au détriment de la vie humaine. Les normes de sécurité issues de cette tragédie ont commencé à sauver des vies des États-Unis à l'Europe. Aujourd'hui, la centrale électrique de Willow Island continue de fonctionner. La deuxième tour de refroidissement, dont la construction avait été interrompue par la tragédie, a été achevée et fonctionne encore aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, on pouvait voir sur ces murs une ligne distincte à l'endroit où la construction s'était arrêtée ce jour fatidique. Non loin de la tour se trouve un mémorial en granit sur lequel sont gravés les noms de toutes les victimes. Angie Colvin, la petite fille Mao qui a perdu son père, a grandi et a consacré des années à préserver la mémoire de la tragédie. Avec son fils, elle a collecté des fonds pour ériger ce mémorial. Chaque année, le 27 avril, les familles se réunissent devant le mémorial pour lire les noms et prier. Les 4 frères de la famille Steele sont enterrés à côté, face à la tour.
Angie passe encore devant et ne voit pas seulement une centrale électrique, elle voit le dernier endroit où ont vécu les 13 personnes qui lui étaient les plus chères. Derrière chaque nom gravé dans le granit se cachent des personnes réelles avec leurs familles, leurs rêves et leurs projets inachevés. La catastrophe de Willow Island reste l'accident de construction le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Mais son héritage perdure dans chaque test obligatoire sur le béton, dans chaque échelle supplémentaire sur les chantiers, dans chaque vie sauvée. Les nouvelles normes de sécurité issues de cette tragédie ont protégé des milliers de personnes à travers le monde. Chaque fois que des ingénieurs et des constructeurs se lancent dans un nouveau projet, ils doivent se souvenir de l'île Willow, se souvenir que le temps et l'argent économisés peuvent coûter des vies humaines, et qu'aucun profit ne vaut que des gens ne rentrent pas chez eux auprès de leur famille. L'histoire de Willow Island nous rappelle que derrière chaque violation des règles de sécurité se cachent des personnes réelles, avec leurs familles et leurs rêves. Si cette histoire vous a touché, aimez-la et partagez-la. Elle incitera peut-être quelqu'un à réfléchir à 2 fois avant de prendre un raccourci pour faire des économies. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui ont changé le monde. Et écrivez-nous dans les commentaires, avez-vous déjà été confronté à des violations de la sécurité au travail ? Merci de votre attention et à bientôt dans nos prochains épisodes.